Ce n'est pas le chupacabra. Le mystico chupacabra. Le mystico chupacabra. C'est Christian Page. Oui. C'est mieux que le chupacabra. Ben oui, écoute. Chupacabra. Ouais, Chupacabra. choupi. Ah oui, avec les mythes et complots. Et on commence fort aujourd'hui. Avec le mythe ou le complot? Non, on commence avec Nostradamus. Oui, Nostradamus. Tu nous donnes des nouvelles de Nostradamus? Mais oui, écoute, on croyait Nostradamus, on a toujours l'impression que c'est fini, et puis chaque année, on nous republie à nouveau un livre sur une réinterprétation de Nostradamus. Donc, je rappelle aux gens qui est ce Nostradamus, Ben oui. une sorte de un médecin herboriste 15e siècle en France, de son vrai nom Michel de Notre-Dame. Et à l'époque, il a écrit dit Nostradamus, donc il va écrire des prophéties sous forme de petits vers, en fait 4 lignes, on appelle des quatrains. Il va en faire 1000 à peu près. Et ce sont des visions pour l'avenir. Il écrit dans un style très hermétique. Pour quelle raison, seul lui le sait. La plupart des historiens croient qu'il aurait écrit de cette manière-là pour éviter d'être accusé d'hérésie et d'avoir sur le dos l'Église. On le sait qu'il fallait pas grand-chose à cette époque pour avoir l'Église contre soi. Pour t'envoyer au bûcher, oui. Voilà. Alors, on voulait pas, Nostradamus, visiblement, ne voulait pas être accusé de sorcellerie. C'est ça. Donc, il aurait écrit de cette manière très hermétique. Mais il y a un défaut à ça. C'est-à-dire que c'est tellement hermétique qu'on peut faire dire à peu près ce que l'on veut à ces fameux quatrains. Mais quoi qu'il en soit, chaque année, des supposés spécialistes de Nostradamus reviennent avec de nouvelles prédictions. Et là, puisque l'année tire à sa fin, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller voir ce que Nostradamus nous annonce pour 2018. Mais attends, là, sérieux, là. Oui. Nostradamus, là, ces fameux quatrains, là. Voilà. Ça se rend jusqu'à aujourd'hui? Voilà. Et là, c'est un petit peu compliqué parce que, tu vois, de ces quatrains, moi, en ce qui me concerne, Bernard, je veux pas être un rabat-choix. Non, non. Hein? Mais en ce qui me concerne, pour moi, Nostradamus s'est arrêté en 1999. Pourquoi? Parce que faut savoir que de ces 1000 quatrains, de ces 1000 prédictions, il y en a une seule qui était datée. Une seule. Toutes les autres, évidemment, tu y vas un peu au pif, mais dans une de ses prédictions, Nostradamus avait dit le 7e mois de l'an 99, donc le 7e mois de l'an 1999, viendra du ciel un roi des frayeurs. Oh boy! Alors, rappelle-toi, Bernard, que s'est-il passé en juillet 1999? Mais, c'est quoi? Rien. Rien. Non, mais je pensais que tu étais pour m'amener au bug de l'an 2000. Je pensais que la grande frayeur, c'était le bug de l'an 2000. Non, il annonce juillet 1999. OK, c'est juillet. Il dit juillet. Ouais, en fait, le 7e mois. Donc, ça exclut le bug. Ouais, ça exclut le bug. Il a bien mentionné le 7e mois viendra du ciel le grand roi des frayeurs. Et en 99, J'ai eu peur d'avoir l'air fou, là. Je me suis dit, coudonc, qu'est-ce qui s'est passé? OK, rien. Rien, pantoute. Et à partir du moment où tu dis, écoute, il a écrit 1000 prophéties. Sur ces 1000 prophéties, il n'en a daté qu'une seule. Et celle-là s'est avérée être un fiasco. Alors, pourquoi devrais-je m'attarder aux autres prophéties qui deviennent évidemment des interprétations beaucoup plus laxistes puisqu'elles n'ont pas de date précise? Mais quoi qu'il en soit, écoute, pour 2018... ça va pas nous arrêter pour autant. Oh, ça, absolument pas! Les sceptiques seront confondus. Ah oui, et les cons seront fondus. Oui, aussi. Et là, voilà, on nous annonce, écoute, celle-là est quand même étonnante. On nous annonce la disparition de l'Israël. Et on nous annonce la disparition de l'Israël. Et tout ça dans un conflit qui sera déclenché par Donald Trump. Écoute, et ça fait quand même quelques semaines que c'est publié là sur un site qui s'appelle le Liban 24, un site qu'on trouve au Moyen-Orient, mais ce sont des gens qui se déclarent, s'autoproclament spécialistes de Nostradamus. Donc, ils disent, voilà, il va y avoir une disparition de l'Israël et ça va entraîner une guerre, ça va enfler. En fait, il parle même d'une guerre mondiale et cette guerre mondiale sera déclenchée éventuellement par des décisions de Donald Trump. Et on le sait, cette semaine, ça fait les tribunes un peu partout, cette reconnaissance de manière unilatérale des États-Unis de Jérusalem comme étant la capitale de l'Israël. Alors là, évidemment, est-ce que Nostradamus aurait vu juste? Une interprétation de Nostradamus. Nostradamus a vu juste. Oui, c'est ça. Mettons qu'il avait comment le machin Liban, là? Liban 24. Liban 24. Il l'avait peut-être vu venir. Oui, ils l'ont peut-être un petit peu vu venir. Oh, peut-être. Enfin, quoi Très bien. Quoi qu'il en soit, cette guerre va se poursuivre jusqu'en l'an 2025. C'est ce qu'on nous annonce. Et la paix, et on nous dit que la paix naîtra des cendres de la destruction.
Ah non, on Donc, veut pas ça. On veut pas ça. Non. Évidemment, comme tout bon prophète, on nous annonce, et ça, c'est, et attention, La bonne là. nouvelle, sais-tu quoi? C'est que ces maudites prophéties-là ne se réalisent jamais. Ouais, au moins c'est ça. Hein? Mais il Fait y en que- a une que je suis sûr qui va se réaliser. Ah. Nostradamus, attention là, chers Oui, auditeurs, oui. asseyez-vous Ta-ta-ta, sérieusement. Roulement de tambour. Ah, Nostradamus a prévu pour 2018 des tremblements de terre, des ouragans et des séismes naturels. Oh là! C'est ça! Il ça- est fort, Ouais, ce notre... ça, Il est d'après très moi, fort. ouais, ça, d'après moi, ça risque de se produire. Donc, bien sûr, les éléments marquants, cette troisième guerre mondiale qui sera déclenchée, qui va perdurer jusqu'en 2025, la disparition de l'Israël et tout ça, bien sûr, avec un seul homme à diaboliser, Donald Trump. Oh boy. OK. Bon, on prend ça avec beaucoup de légèreté. Oh, oh. Et on s'arrête un instant parce qu'au retour, hein, on a quand même des choses très importantes à discuter, notamment l'Atlantide, Ah, bien sûr. qu'on aurait peut-être retrouvée. Peut-être. Oh. Mais à tout le moins, on est en présence d'une énigme historique. Oh oui, c'est ça. L'Atlantide. Écoutez, si vous voulez savoir si on l'a trouvé, vous n'avez d'autre choix Que de chers rester auditeurs. scotché au 98.5. Exactement. De retour avec Christian Page et nos mythes et complots. Un grand mythe, c'est celui de l'Atlantide. Oui, effectivement, on ne peut pas passer sur un ouvrage qui traite de mystères historiques sans qu'il y ait un chapitre consacré à l'Atlantide. Alors, d'où vient cette idée de l'Atlantide? Il faut dire qu'il y a toutes sortes d'interprétations. Hein. L'histoire de l'Atlantide, d'abord et avant tout, ce sont des chroniques, en fait, des espèces de poèmes qui ont été écrits à peu près 400 ans avant Jésus-Christ, qui ont été écrits par Platon. En fait, ce sont des dialogues qu'on appelle, pour utiliser la bonne expression, donc dans des dialogues de Platon, il parle d'Atlantis. Donc, une espèce... En fait, il faut bien comprendre que lui, lorsqu'il en parle c'est pas un journaliste de son temps, là, Platon. Il écrit de manière un peu comme une allégorie. Donc, il parle de cette cité d'Atlantis qui aurait été détruite lors d'une éruption volcanique, ou à tout le moins, aurait été détruite, engloutie par les flots. Évidemment, l'image ici, c'est un peu la tour de Babel, de montrer que des hommes qui veulent être plus grands que Dieu, plus grands que les forces de la nature, évidemment, devront éventuellement en payer le prix. Donc, c'est une allégorie. Et depuis que Platon a écrit ces fameux dialogues où il parle d'Atlantis, les gens se sont interrogés. Ou à tout le moins à partir du 19e siècle, on s'est interrogé. Est-ce que c'était basé sur une histoire vraie? Qu'est-ce que peut inspirer Platon? La plupart des historiens te diront que probablement, si il y a une inspiration derrière les textes de Platon, c'était probablement la destruction de l'île de Santorin, donc qui se trouve en mer Égée, qui a été détruite par une puissante explosion volcanique 2000 ans avant Jésus-Christ, et où on retrouvait là une puissante civilisation, la civilisation minoenne. Mais là, voilà qu'il existe au milieu de la Micronésie une île qui s'appelle l'île de Pompéi, et cette île a comme un chapelet d'îlots à côté, un peu comme, imaginons pour le besoin de l'imagerie, la Floride, la péninsule de la Floride et les Key West. Hein? Donc, les gens imaginent bien. Donc, imaginons comme ça cette grande île de Pompéi qui est dominée qui est dominée à l'est par un chapelet d'îlots, et ces îlots s'appellent Nan Madol. Nan Madol. Oh, c'est mystérieux. C'est un endroit d'ailleurs qui est inhabité. Et les habitants on est vraiment au milieu du Pacifique, là. C'est la Micronésie, là. On est perdu au milieu de la mer. Vraiment, oui. Et c'est un peu paradisiaque aussi, hein, qu'on Bien y sûr. pense, par exemple. Et là, les habitants locaux ne vont jamais à Nan Madol. Il y a des structures en pierre qui sont là. Et quand on demande aux gens, en fait, c'est connu depuis le milieu du 19e siècle, cet endroit-là. Ça a été découvert par des explorateurs. Et c'est assez curieux, hein. Inhabité, quand on parle aux gens, qu'est-ce que c'est? Il y a des structures en pierre. Les gens locaux n'en parlent pas, ne veulent jamais y aller. Ils disent que l'endroit est hanté. Et quand on leur demande qui a construit Nan Madol, ils regardent les cieux en disant « Ce sont des dragons venus du ciel qui auraient construit les îles. » Oh, Et là, jusqu'à maintenant, ça restait un peu anecdotique, mais voilà que des nouvelles photographies aériennes, en fait des photographies satellites, qui viennent tout juste d'être prises et d'être analysées, montrent que Nan Madol est encore plus mystérieux qu'on croyait. Les îles sont artificielles. Oh. Elles ont été construites sur d'immenses monolithes qui ont été immergés dans la mer et sur lesquels on a construit des structures. Et entre ces structures et entre les monolithes, il y a des espèces de canaux qui mènent à l'intérieur des terres.
Donc, le centre de Nan Madol était beaucoup plus important et on se demande depuis quand c'est là. Donc, c'est comme une espèce de civilisation perdue? Perdue, disparue, qui aurait construit ça, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, est-ce que c'est l'Atlantide qui aurait inspiré Platon? On ne croit pas. En Micronésie. Oui, ouais, voilà, on ne croit pas. Ouais. Et pourquoi? Parce que les archéologues sont à peu près d'avis que Nan Madol, peu importe qui l'a construit, peu importe quel était le centre, est-ce que c'était un centre funéraire, est-ce que c'était un centre religieux, on croit que l'aménagement de ces îlots se serait produit entre l'an 200 après Jésus-Christ. Donc là, on est quand même 600 ans, 700 ans après Platon. Ouais. Donc 200 ans après Jésus-Christ, et probablement que les structures auraient été occupées jusqu'au 14e ou au 15e siècle. Ensuite, elles ont été désertées. Pourquoi? On l'ignore. Mais tu comprends que là, ici, on est en présence d'une double énigme historique. Déjà, les historiens se creusaient la tête sur à quoi servait Nan Madol, qui l'a construit, pourquoi. Et là, maintenant, la structure même, la fabrication, parce que faut que je te dise, Bernard, qu'il n'y a pas de carrière à proximité, des grandes carrières de basalte qui ont servi à faire ces monolithes sur lesquels Nan Madol a été construit. Ça n'existe pas dans la région. Il aurait donc fallu que les gens aillent tailler ces immenses monolithes, qu'ils les transportent, les immergent dans la mer pour ensuite y ériger ces fameux îlots artificiels. C'est peut-être le génie conseil égyptien? Qui sait? En fait, ici, on est en présence, et c'est bien cette réflexion parce qu'un des historiens qui s'est penché sur le mystère de Nan Madol à partir des photographies a dit, on est ici en présence d'une construction encore plus complexe que n'a été la construction de la grande pyramide de Gizeh. Bon, il nous reste 2 minutes. Oui. Il faut parler des extraterrestres. Oui. Il y a des complots sans les extraterrestres, c'est pas des complots. Et là, voilà que c'est une nouvelle étude. Moi, j'aime beaucoup les études scientifiques. Et là, voilà, c'est une nouvelle étude qui, en fait, elle n'est même pas publiée. Elle ne sera publiée que au mois de janvier. Mais j'ai pu mettre la main sur une copie du texte avant qu'il soit publié. Ah, ben, c'est une primeur. Et là, c'est une primeur. Et qu'est-ce que l'on sait? En fait, ce sont un groupe de scientifiques de l'Université de l'Arizona qui se sont posé la question, si demain matin, on annonçait aux gens qu'on a découvert une vie microbienne, on insiste bien, microbienne de nature extraterrestre, que ce soit dans notre système solaire, on en a déjà parlé, peut-être des formes de vie sous Encelade, une des lunes de Saturne, ou même la découverte d'une vie extraterrestre microbienne sur une météorite venant du fin fond de l'espace. Comment les gens réagiraient? Alors, beaucoup de gens disent, ça serait la fin de nos systèmes de religion, tout ça. Et la réponse est non. On a fait différentes expériences. On a amené des gens à se prononcer sur différentes hypothèses. Et généralement, autant du côté des journalistes, autant que du côté du public, la réaction est plutôt positive. Donc, la découverte, et on insiste beaucoup là, sur l'existence d'une vie extraterrestre de type microbienne, ne serait pas un petit bonhomme vert qui arrive pour nous détruire. Ça pourrait être juste une bactérie. Une bactérie, ça ne serait pas le chaos ni social ni religieux. En revanche, les chercheurs de l'Université de l'Arizona qui se sont penchés là-dessus ont bien précisé, attention, l'expérience n'a été menée qu'avec un discours de vie microbienne. Si on avait parlé d'une civilisation extraterrestre ou d'une civilisation plus avancée qui est tout près de nous, et comme on ne connaît pas leurs attitudes, seront-ils belliqueux ou non, peut-être que ça aurait changé la donne. Ah, c'est sûr. Mais on peut dire que si demain matin, la NASA annonçait avoir découvert des bactéries, des microbes extraterrestres sous les glaces d'Encelade ou sous les glaces d'Europe, la population, comme l'aurait dit Jean Charest, on est prêt. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts à accueillir des microbes. Fait que là, nous sommes prêts à reconnaître qu'il peut y avoir de la vie ailleurs dans le cosmos, et même si on avait la preuve irréfutable de l'existence de cette vie, ça ne bouleverserait pas trop les concepts religieux, à tout le moins dans les pays occidentaux. On est prêts. J'allais dire, nous voilà tous rassurés, mon cher Christian Page. Ça me fait plaisir, Bernard. Et je rappelle ton émission Mété Complot que tu co-animes avec Jeffrey Soubrani le dimanche de 14h à 16h sur cette antenne. Cette semaine, la question que tu poseras aux auditeurs, croyez-vous aux hominidés inconnus? Hein? Là, on parle de Bigfoot, Yeti, Sasquatch, ces créatures dont on a parlé à quelques reprises. Mais nous, on a réglé ça. Oui, absolument. Nous, on a réglé ça. On a réglé le Yeti. On a réglé le Yeti. Le Yeti est réglé. Le Yeti est réglé. C'est un ours. Un croisement d'ours. Yeti pas assez fin? Yeti pas assez fin? On avance. Un jeu de mots ici. Christian, merci. Ça me fait plaisir, Bernard. J'ai le temps de remercier